Bonjour tout le Bien, monde. la deuxième présentation d'aujourd'hui, je passe la parole à Ronnie Carta, qui va nous parler de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement logiciel avec DPI. Exactement. Bonjour tout le monde. Déjà, je suis super content Ah, c'est avec d'être le là. sourire, en fait, c'est bien ça. Et bien sûr, toujours. Ouais. Non, parce qu'avec DPI, on pouvait se poser des questions. Ah oui. En vrai, on y avait pensé. Et après, on s'est dit, bon, on le laisse quand même parce qu'on se dit, si on n'a pas d'épi, on fait la sécurité avec d'épi. Voilà, c'était le petit jeu de mots qu'on avait trouvé. Aujourd'hui, je suis super content de vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, la software supply chain. Euh, je m'appelle Ronnie Carta, je suis cofondateur de Lupin Homes et je vais nous présenter et vous présenter Depi et ce qu'on fait en tant que recherche et aussi la solution qu'on a développée. Donc, premièrement, qui nous sommes? Lupin Homes est une entreprise de recherche et développement en sécurité offensive. Donc, première chose, on va s'axer sur la définition de la sécurité offensive. Je ne me base pas sur celle de l'ANSSI qui dit que c'est du hackback. Je me base plutôt sur l'anglicisme de offensive security, où pour moi, la sécurité offensive, c'est plutôt du red teaming, donc des tests de pénétration de sécurité. On se met à la place des attaquants pour pouvoir péter des entreprises et leur montrer les points d'entrée pour les aider à améliorer leur système. Et donc, nous, notre objectif, c'est de faire de la recherche et développement dans la sécurité offensive et de trouver des nouveaux vecteurs d'attaque. Comment on fait ça? On est avant tout des bug bounty hunters. Ça veut dire que des entreprises du monde entier disent que des hackers éthiques aussi du monde entier, des chercheurs, peuvent pirater leur entreprise. Et s'ils y arrivent, en échange d'un rapport de sécurité, on reçoit une prime financière qui va dépendre de la sévérité de la faille qu'on a trouvée. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on pirate activement des entreprises qui nous l'ont autorisé, donc toujours dans un cadre légal et éthique. Et tout ce qu'on apprend sur ces piratages, on le met dans une suite d'outils à disposition pour des développeurs et des équipes sécurité qui voudraient donc sécuriser leur système d'information avec de la sécurité offensive en tête. Donc cette entreprise a été cofondée par moi-même, Ronnie. J'ai le pseudo de Lupin. Mon frère Oren, qui a pris le pseudo de Holmes, et nous avons un CEO qui nous a rejoint l'année dernière, qui s'appelle Michael, et qui lui a pris le pseudo de Watson. Comment ça s'est passé? Je travaillais à l'époque chez Mano Mano en tant que Senior Security Engineer. Donc je faisais du Red Team en interne, typiquement la même chose qu'on faisait en Bug Bounty. Et, euh, et mon frère, lui, il est back-end développeur. Et on s'est regardé, on s'est dit, moi, je fais de la recherche, toi, tu fais du développement. Il y a quelque chose à faire ensemble. Donc, on a fondé Lupin et Homes avec l'idée qu'on voulait trouver des nouveaux types de failles de sécurité. Et donc, c'est ça notre vision. C'est découvrir les futurs problèmes dès maintenant pour qu'on puisse déjà les éviter. Donc, je vais vous introduire le sujet d'aujourd'hui avec un peu de statistiques. Pour tout ce qui est source, je pourrais les donner après dans le chat si vous voulez. Euh, Statistiques assez intéressantes, 96% des codes base contiennent des composants open source. Sur ces 96%, en fait, ça va vraiment dépendre de l'industrie. Donc, dépendant si on est dans la tech ou dans la cyber, ces statistiques montent à entre 99 et 100%. Aujourd'hui, tout notre écosystème se base sur de l'open source majoritairement. Et dans ces 96%, il y a au moins 84% des codebases qui contiennent des failles déjà connues de l'écosystème open source. Et ça va faire que empirer. Autre statistique assez intéressante, 54% des organisations, des entreprises ont déclaré avoir déjà subi une attaque de software supply chain en 2023. Et en général, sur ces entreprises-là, ils ont mis un mois à remédier ou en tout cas à réagir à cette attaque. Euh, En 2022, il y a une hausse de 37% des attaques de software supply chain. Malheureusement, je n'ai pas les stats sur 2023 ou de 2024, mais je peux vous dire que ça monte considérablement. Parce qu'en 2023, on a estimé que les attaques de software supply chain ont coûté à l'économie mondiale 46 milliards et que la prévision d'ici 2026 peuvent coûter jusqu'à 81 milliards. Et donc,
Comme exemple d'attaque très très récente, j'aime bien introduire avec la dernière attaque du moment. En décembre 2024, Kong s'est fait pirater. Si vous ne connaissez pas Kong, en gros, c'est une gateway d'API qui est utilisée beaucoup dans l'écosystème. Un grand nom qui utilise Kong serait peut-être PayPal, donc une solution très active sur le marché. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a un acteur malveillant qui a réussi à changer l'image Docker du KIC de Kong en utilisant une attaque qui s'appelle les GitHub Action Pull Request. Ça veut dire que ils ont créé une pull request, une contribution au code donc sur cette partie du Docker Hub. Et au moment de la contribution, ça lance une CI/CD. Et ils ont réussi à injecter du code dans la CI/CD pour exfiltrer les secrets du Docker Hub de Kong et pouvoir publier une image malveillante. Euh, je dirais que la chance que Kong a eue, c'est que les attaquants ont simplement mis un crypto miner sur les images. Et ça a été détecté parce qu'il y avait un CPU et un GPU load qui étaient trop importants. Euh, la conséquence, c'est vraiment, il y avait une remote code execution, donc une exécution de code à distance sur toutes les personnes qui utilisaient cette image Docker. Et bien sûr, impact réputationnel de Kong. Si vous connaissez Kong et vous ne connaissez pas cette attaque, c'est exactement le point suivant. On a un problème de reconnaissance de ces failles de sécurité. On a un problème d'intelligence, donc vraiment d'aller chercher l'information sur ces failles de sécurité. Et surtout, on en parle beaucoup, mais on ne fait pas assez pour pouvoir les réparer. Donc, faisons un overview de tout ce qui se passe dans l'écosystème. Premièrement, qu'est-ce que la software supply chain? Je distingue ça de la supply chain, donc peut-être une supply chain de conteneurs de bateaux, ou la supply chain, par exemple, tous les tierces parties que vous utilisez en interne. Ou là, pour moi, la software supply chain, c'est plutôt tous les composants, librairies, outils qui vous aident à développer et à construire et à publier un software artefact. Donc, une dépendance, un package ou carrément le déploiement de vos solutions. Et donc, une fois qu'on a cette définition, il y a tellement de questions qu'on ne se pose pas. Par exemple, qui sont les business owners de cette software supply chain? Qui sont les propriétaires? Quelle est sa surface d'attaque? Et est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la sécuriser aujourd'hui? Pour répondre très globalement à ces questions, personne ne connaît les propriétaires de supply chain. Je pense que certains d'entre vous ici ont été en incident de réponse quand Log4j est arrivé. Et si vous vous rappelez de cette époque, vous vous rappelez aussi la réponse de tous les GAFAM et les Fortune 500 qui ont dit bah, attendez, c'est pas de notre faute, c'est la faute des deux mainteneurs open source qui ne gagnent absolument pas d'argent pour maintenir cette solution, qui n'ont pas fixé une faille qui était tellement simple à exploiter. Donc, c'est à cause de deux personnes que tout l'écosystème est tombé. Et ça, c'est le problème. C'est qu'on se pointe du doigt. On dit que le problème, ça vient du mainteneur. Les mainteneurs disent que c'est la faute des entreprises qui utilisent leurs solutions sans regarder ce qui s'y passe. Et ça crée une énorme confusion. Une confusion sur qui doit être le propriétaire de la sécurité de cette supply chain. Et cette confusion crée un très, très bon point d'entrée pour les attaquants. En termes de surface d'attaque, il y a un standard qui est assez nouveau qui s'appelle le SALSA, qui a été développé par la OpenSSF Foundation. Cette fondation a été backée par Google et par la Linux Foundation. Et en gros, le standard SALSA, c'est un standard pour faire de la conformité de sa supply chain. Et vu ils font du défensif, bah, ils ont mappé la surface d'attaque de cette supply chain. Et on a trois modules principaux. On a la source, le build et la distribution. Donc la source, c'est tout ce qui arrive sur vos dépôts de code tels que GitHub, GitLab, ou sur les registries, par exemple npmjs.org, rubygem.org, etc. Le build, c'est votre CI/CD, tout simplement. Et votre distribution, c'est comment vous allez distribuer la solution. Est-ce que, par exemple, si c'est un package, est-ce que vous allez signer le package par sa provenance ou comment vous allez déployer votre solution sur vos backends. Cette surface d'attaque, elle est vraie pour tous vos repositories, mais elle est aussi vraie pour tous les repositories de toutes les dépenses que vous utilisez. Parce que chaque dépense, pour être publiée, elle a aussi une CI/CD. Elle a aussi un repo de code. Et ça, c'est le problème de la software supply chain. C'est qu'elle est infiniment complexe.
Et c'est pour ça que nous, on utilise des termes très très forts, et désolé de mon langage, mais la software supply chain, c'est un énorme bordel. Et on n'a pas assez de regard dessus aujourd'hui, on n'a pas assez d'observabilité dessus. Donc, comment pirater une software supply chain? Et là commence toute la recherche qu'on a faite pour créer des piles. Imaginons que vous commandez un colis sur votre plateforme d'e-commerce préférée. La vie du colis sera la même que ce qu'on a vu dans le standard Salsa. Il y a la création de votre produit, il y a sa distribution et il y a votre client final. Aujourd'hui, ce que les solutions de sécurité qui disent qu'ils font de la software supply chain apportent, en gros, ils agissent comme une douane. Une douane qui va aller regarder chaque colis, ouvrir le colis et dire est-ce qu'il y a une vulnérabilité? Est-ce qu'il y a une CVE de 2023 qui est exploitable? Ou est-ce que le colis est malveillant? Puis après, s'il trouve rien, il referme le colis et il vous l'envoie. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est différent. On va plutôt regarder ce qui se passe pendant le transit. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que moi je peux aller en plein milieu de la route, arrêter le camion et dire au conducteur de se retirer pour que moi je conduise le camion vers un autre endroit. Si Michael il était là, il aurait dit nous on regarde les routes, on regarde les roues, on regarde les immeubles qu'il y a autour, bref, tout ce qui se passe autour du colis, donc pas le code source de la dépendance, mais tout ce qui se passe autour de comment on consomme la dépendance, c'est ce qu'on applique de manière technique dans DePi et dans l'intégralité de notre recherche. Et en parlant de recherche, cette recherche a construit DePi. Et quand je dis construit DePi, ce n'est pas juste dans les failles de sécurité qu'on détecte, mais c'est aussi dans la construction financière de l'entreprise, parce qu'au lieu de faire une levée de fonds avec un pré-seed, on a directement pirater les entreprises en bug bounty, donc toujours dans un cadre légal et éthique, pour financer notre solution. Et on a annoncé dans les échos dernièrement qu'on a fait une levée entre guillemets, parce que c'est pas réellement une levée de fonds avec des VC, des investisseurs, tout ça, mais on a levé du coup 500 000 dollars. Et donc ça nous a aidé à construire DePi, à faire un MVP, et aujourd'hui on est dans notre phase de go-to-market dessus. Ok, ça, c'est pour la théorie, c'est pour l'ensemble des idées, mais rentrons un peu plus dans le concret de qu'est-ce qu'on veut dire par les failles de sécurité dans le transit de la software supply chain. Je vais vous prendre l'exemple de quand on a réussi à pirater une Fortune 500 avec DePi. Tout ça, ça a commencé parce que quelqu'un nous a dit ce serait marrant que vous scanniez les repositories open source de HashiCorp. Donc HashiCorp, très grande boîte aujourd'hui, très utilisée dans tout l'écosystème tech. Et en fait, l'objectif, c'est que cette personne connaissait l'équipe sécurité. Et donc, si on trouvait une faille de sécurité, il nous mettait en contact et après, on discutait avec eux. Mais en fait, cette histoire a pris toute une autre tournure qu'on s'y attendait absolument pas. Parce que, en fait, on a trouvé une faille qui s'appelle une dependency confusion dans Consul, qui est l'un des produits principaux de HashiCorp. Et donc, dans notre interface, on avait faille critique. Vraiment, tout était au rouge. Et donc, pour un peu plus de contexte, Consul, c'est un service de networking qui a été créé par HashiCorp. Plus de 28 000 étoiles sur GitHub. Et vraiment, une énorme partie de l'industrie utilise Consul. Et donc, c'est quoi cette faille, la dependency confusion? Ce terme-là a été créé par un chercheur en sécurité qui s'appelle Alex Birsan en 2021, où il a présenté dans un article comment il avait piraté tous les GAFAM, toutes les Fortune 500, dont PayPal, Apple, avec une idée très simple. En interne, on définit des dépendances, des librairies qui sont vouées à être utilisées qu'en interne. Et donc, cette librairie, elle a un nom et une version. Si ce nom et cette version, on la republie sur les registres publics, sauf qu'on met une version qui est supérieure, eh bien, ce qu'il a remarqué, c'est que les Artifactory ou les Package Managers, au moment de faire les installations de librairies, ils vont avoir une confusion. Ils ne savent pas s'ils doivent prendre celle qui est interne et privée ou si ils doivent prendre celle qui est publique.
Et à partir de ce moment-là, si un attaquant prend le même, donc c'est un sort de typo squatting, prend le nom de la librairie sur les registres, bah, vous pouvez installer son code malveillant et donc avoir une backdoor sur les postes de développeurs qui vont installer les librairies ou potentiellement les pipelines et qui pourra aller jusqu'au déploiement de vos serveurs en prod. Donc une attaque que moi je trouve extrêmement élégante parce que ce n'est pas les attaquants qui vont aller chercher ce qui est exposé sur l'ensemble du système d'information de la victime, c'est la victime qui va aller chercher le code malveillant de l'attaquant. Et là, on rentre dans un jeu qui est beaucoup plus subtil. Et donc, pourquoi il y avait une confusion dans HashiCorp très simplement, il définissait des dépendances NPM qui étaient seulement locales. Donc, elles n'étaient ni sur un Artifactory privé, elles n'étaient pas en public, c'était des fichiers locaux. Cependant, il y a des package managers, qui ne vont pas lire les dépenses locales et qui vont tout de suite aller essayer de chercher celle du public en première. Et donc on s'est dit, ok super, on a détecté ça, on va faire une démo et on va essayer de mettre un code malveillant sur les registres et voir si on arrive à, à faire une démo nous en local sur nous-mêmes. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous, de ce qu'on avait testé, il n'y avait que PNPM, qui est une alternative à NPM, qui était vulnérable à cette attaque. Donc, il fallait copier le répertoire de HashiCorp Consul en local. Il fallait aller dans un sous-répertoire très spécifique et exécuter la commande PNPM. Donc PNPM est très répandu, 9 millions d'installations par semaine sur les registres publics. Mais ce n'est pas le package manager principal de l'écosystème JavaScript, Node.js plus précisément. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, on va faire cette démo et la probabilité que quelqu'un fasse cette chaîne de commandes, elle est très, très, très faible. Et c'est là où notre théorie, en fait, a été très mauvaise. Parce que vu qu'on pensait que c'était très difficile à exploiter, qu'il y avait un risque, une probabilité très faible et que c'était juste pour une démo à faire à HashiCorp, on a mis un pingback, donc que notre backdoor nous envoie l'information sur nos serveurs que quelqu'un a installé le package. Bien sûr, on respecte les règles d'éthique, ça veut dire qu'on extrait seulement la commande de qui on est sur le PC, donc le who am I, et on n'extrait pas les variables d'environnement, on ne met pas un reverse shell. Ça, c'est vraiment éthiquement parlant, on n'a pas le droit de faire ça. Et donc, on a fait ça, et une heure après notre démo en local, il y a un développeur d'une Fortune 500 qui a téléchargé notre backdoor. Et on a complètement compromis sa machine. Et là, on était très surpris de ce qui s'était passé. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on est rentré bien sûr en contact avec cette entreprise et on a eu un peu plus de détails. Donc le développeur en local était en train de travailler sur une version de Consul, donc ne l'importez pas comme une dépendance ou ne le déployez pas directement, mais essayez de modifier Consul. Et son package manager, donc sa version de NPM, était très vieille et donc ne regardait pas les fichiers locaux. Et c'est là où, en fait, cette personne a installé notre version des librairies de Consul qui était sur les registres publics. Et donc, de manière très rapide, en moins d'une heure, on est rentré dans l'infra d'une Fortune 500. L'histoire, elle s'est très très bien finie parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a bien sûr contacté la Fortune 500. Ils avaient un bug bounty, ils ont toujours un bug bounty et ils ont décidé de nous payer avec la criticité maximale, donc 17 000 $. HashiCorp a été prévenu, pareil, dans l'heure, et ils ont réparé la faille et ils ont fait un advisory. Et personne n'a pu exploiter cette faille de sécurité à part nous. Et la seule victime réelle, entre guillemets, c'est ce développeur de cette Fortune 500. Donc, tout s'est très très bien fini pour cette histoire. Ok, on a réussi à pirater une Fortune 500. Mais est-ce qu'on peut vraiment impacter tout l'écosystème d'un coup? Moi, je vais essayer de vous prouver que oui.
Tout a commencé avec un ami qui s'appelle Snorlax. C'est son pseudo de hacker. Et en fait, on travaillait sur un programme de bug bounty qui avait énormément de repositories open source que beaucoup de gens utilisaient sous forme de SDK. Et nous, notre objectif, c'est qu'on voulait prendre le contrôle de toutes les SDK. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la software supply chain est infiniment complexe. Elle est composée de dépendances qui ont des sous-dépendances. Et donc, quand on installe en général une librairie, on en installe peut-être des centaines d'un coup. Mais à mes yeux, la plus grande dépendance d'un package, c'est son mainteneur. Parce que si on réfléchit bien, le mainteneur, il a la main mise sur le code qu'il peut publier. Et donc, sa sécurité fait partie aussi de notre infrastructure en tant qu'utilisateur de la dépendance. Parce que si cette personne se fait compromettre, son compte NPM, PyPI, GitHub, on peut mettre une backdoor sur toutes les personnes qui utilisent en downstream, donc qui consomment la dépendance. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on arrive à voler l'email d'un mainteneur? On sait beaucoup que dans la tech, les développeurs adorent les domaines custom. J'imagine que certains d'entre vous, vous en avez déjà acheté un ou vous êtes détenteur de plusieurs. Et vous savez que des fois, on oublie de les renew. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous, on s'est dit, bah, on va scanner l'entièreté des emails, on va regarder s'il y a des domaines custom et on va voir si on peut les racheter parce qu'ils ont expiré. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Et on a réussi à rentrer dans le compte. Mais vous vous dites, mais oui, mais si le domaine a expiré, on ne peut pas utiliser le compte. Et bien sur GitHub, il y a une feature qui est assez marrante. On peut mettre plusieurs emails sur un même compte. Et tous ces mails-là peuvent être utilisés pour l'authentication et aussi pour faire un forgot password. Donc si on arrive à voler un des emails, on peut juste dire on a oublié le mot de passe du compte et on rentre dans le compte comme si de rien n'était. Et donc, avec l'autorisation, bien sûr, de l'entreprise, on a volé le compte du développeur. On est rentré dans leur repository interne et on avait le contrôle sur publier du code dans les SDK qui étaient utilisés par des millions de personnes. Et là, vous vous dites, OK, on a réussi à le faire sur une entreprise, un développeur, c'est un cas isolé. Donc, on a automatisé cette faille dans Bepi et un jour, en scannant des entreprises pour le bug bounty, on a vu qu'il y avait un package sur NPM qui avait plus d'1 million d'installations par semaine et Bepi nous disait bah, le mainteneur est vulnérable à exactement ce type d'attaque. Et nous, on s'est dit c'est un faux positif. C'est pas possible qu'un mainteneur aussi gros fasse une erreur aussi simple. Et donc, on a regardé, et effectivement, ce mainteneur aussi utilisait un compte GitHub qui avait associé exactement cet email, et on l'a contacté très très rapidement, et il nous a confirmé que oui, effectivement, l'attaque était possible, et il a réparé ça très rapidement. Ce développeur, c'est Steve Mao, et bien sûr, il m'a donné l'autorisation de parler de cette histoire de manière publique. Il a 167 packages sur NPM avec 700 millions d'installations all-time et 55 millions d'installations par mois. Donc, typiquement, ça aurait impacté l'entièreté de l'écosystème JavaScript à ce stade-là. Toutes les boîtes qu'on scannait à ce moment-là étaient vulnérables à cette attaque. Et c'est là où Depi rentre en jeu. L'objectif de Depi, comme j'ai dit, c'est d'utiliser tout ce qu'on apprend avec cette recherche pour créer un outil de sécurité SaaS qui va vous montrer exactement comment un attaquant peut briser les liens dans votre software supply chain. Et cette idée de lien, je vais y revenir juste après. À qui on s'adresse avec Depi? Aux équipes sécurité, qu'elles soient Red Team ou Blue Team, aux développeurs qui veulent maintenir une code base sans avoir besoin de regarder ce qui se passe en upstream H24, et bien sûr aux mainteneurs open source.
Pour bien comprendre ce que DPI est, et il faut bien sûr comprendre ce qui n'est pas, on n'est pas un SBOM. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas du software bill au matériel, allez vous montrer toutes vos dépenses. Bien sûr, on a beaucoup de features qui sont très très similaires, mais on ne va pas vous dire votre licence d'une dépendance, elle n'est pas compliant ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est pas ce qu'on veut faire. On ne fait pas du SAST non plus. On ne fait pas de l'analyse de votre code source de manière statique. On n'est pas un Attack Surface Management Tool, donc on ne regarde pas ce qui est exposé sur Internet. Et le plus important, on ne regarde pas le code source des dépenses. Si on reprend l'exemple de la douane, on ne va jamais ouvrir le colis. On regarde tout ce qu'il y a autour du colis. Et ça, c'est cette idée de lien. Comment on essaie de montrer comment briser les liens qu'on crée avec les dépendances. Et en fait, c'est n'importe quelle faille de sécurité qui peut créer une backdoor dans votre software supply chain. Et bien sûr, on va aussi vérifier la sécurité des mainteneurs en upstream. Et donc, c'est quoi cette idée de lien? Déjà, si on reprend l'exemple de la dependency confusion, c'est la manière dont vous définissez vos dépendances dans votre code source. Donc, est-ce que la dépendance, elle est locale? Est-ce qu'elle est utilisée avec un Artifactory? Ou est-ce que vous allez chercher directement sur le registry? Et en fait, dépendant aussi de votre package manager, des commandes que vous allez exécuter, bah, vous allez voir que vous n'allez pas forcément résoudre la bonne dépendance. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu avec notre recherche. Par exemple, Yarn, PNPM et NPM ne fonctionnent pas de la même manière. Et donc, s'il y a une codebase qui est faite que pour NPM et qu'il y a un développeur qui lui utilise Yarn, parce qu'il y a un peu une guéguerre dans l'industrie en mode quel est le meilleur package manager, bah, à partir de là, on peut créer une brèche en interne. On va regarder toutes les couches de profondeur de la software supply chain. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste regarder votre première dépense comme la majorité des outils font aujourd'hui. On va résoudre l'entièreté de vos dépenses, votre arbre complet, et on va essayer de montrer des attaques sur tous les composants de cet arbre. Bien sûr, on fait la sécurité des mainteneurs, parce que c'est un lien très fort entre la dépendance et votre sécurité. Si je n'ai pas mis cette statistique ici, mais elle est super intéressante, c'est que la moitié des dépendances sur NPM ont au moins 2 mainteneurs minimum. Nous, on a vu en scannant des entreprises de type licorne française qu'ils avaient en interne 400 000 dépendances et enfin, un peu moins d'1 million de mainteneurs. Ça veut dire que, et eux, ils vont télécharger directement depuis les registres publics. C'est-à-dire qu'indirectement, il y a à peu près 1 million de personnes qui peuvent avoir la main mise sur votre code source, dont vous ne connaissez ni le nom, ni le prénom, et ni leur sécurité. Euh, et ça, je trouve ça extrêmement effrayant, parce que personnellement, moi, quand je vais dans la rue, il y a 100 personnes autour de moi, je leur fais pas confiance. Maintenant, faire confiance à 1 million de personnes, c'est très difficile. Et c'est pas pour dire que l'open source c'est mauvais. J'adore l'open source, je pense que c'est génial, mais il faut aussi prendre en compte qu'il y a des risques à partir du moment où on crée des dépendances. Et donc, c'est là où on veut redonner l'observabilité et redonner l'ownership des entreprises sur cette sécurité. Et bien sûr, on va vérifier la surface d'attaque donc définie par Salsa pour chaque dépendance. C'est-à-dire que sa dépendance, on va aussi aller chercher son repository GitHub associé et on va vérifier si on peut péter la CI/CD de cette dépendance pour refaire la chaîne de complexité de la faille qu'on a vue avec Kong, par exemple. Euh, donc, comme je l'ai dit beaucoup de fois, on fait de la sécurité offensive. Donc, on vous montre les points, les portes d'entrée. Notre objectif, c'est pas d'aller sécuriser, mais plutôt être là en prévention des failles de sécurité et redonner du coup cette visibilité aux entreprises. On veut que ce soit facile à installer, donc une intégration avec GitHub et GitLab pour l'instant qui se fait en un clic. Euh, on résout l'arbre de dépenses complet, comme je l'ai dit juste avant, et on fait de la priorisation de failles par rapport au risque. Et ça, c'est ce qui diffère avec beaucoup d'outils dans l'industrie. Qu'est-ce qu'on veut dire par risque? Je pense que tout le monde ici connaît le mantra que le risque égale la probabilité d'exploitation fois la sévérité. Euh, à nos yeux, c'est quelque chose de super intéressant, mais quand nous, on l'appliquait un peu bêtement, je dirais, ça collait pas avec la réalité des attaques.
vu que nous, on pratique ce genre d'attaque en bug bounty et qu'on est le client principal de Depi parce qu'on l'utilise pour se rémunérer aussi, il faut que quand il y a une faille qui arrive dans notre dashboard, que si elle est en rouge, on peut l'exploiter. Et donc, on a réajusté et on a fait notre propre risque scoring derrière. Je pense qu'il y a un mème dans l'industrie où tout le monde veut créer son propre calculateur. Mais pour nous, ici, ça avait du sens. Je vous donne un exemple très très rapide. Si vous définissez une dépense que vous allez la chercher en HTTP, techniquement, c'est possible que quelqu'un fasse un man in the middle qui arrive à changer la tarball de votre dépense et vous mettre une exécution de code directement sur votre machine. Maintenant, quelle est la probabilité que ça arrive, surtout avec toutes les protections qu'on a en place. Donc, la sévérité, c'est une remote code execution, donc c'est critique en général, ou high sur CVSS score. Maintenant, la probabilité, elle est trop basse pour qu'on dise sur notre dashboard, c'est rouge. Donc, c'est ça l'idée qu'on a derrière le risk scoring qu'on a fait. Et donc, ce produit, c'est un produit qui est en phase de go-to-market, donc il existe, il est utilisable, et on commence à onboarder de plus en plus d'entreprises dessus. Et on est sur un dashboard où, très simplement, on peut voir tous nos repositories en interne, et on voit directement le risk score associé et les trends par rapport au scan qu'on fait tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. L'intégration, comme j'ai dit, c'est en 2 clics. On a une application GitHub et donc on a accès en read à la code base. Là, je pense qu'il y a beaucoup de cheveux qui s'y risquent, qui se disent non, mais je veux pas que vous deveniez un tiers de confiance. On est en train de développer une solution très très simple. On envoie juste les définitions d'artefacts ou les extraits SBOM dans Depi. Pour comme ça, on n'a pas de la donnée à risque ou de la donnée propriétaire. Je pense que la définition de dépendance, c'est pas quelque chose de très risqué. Et donc, c'est comme ça qu'on va contourner, entre guillemets, ce genre de questionnement. Je le répète encore une fois, on vous montre l'arbre de dépenses complet. C'est quelque chose qui nous tenait énormément à cœur. Et comme j'ai dit, on va essayer de trouver des vecteurs d'attaque sur l'entièreté de votre arbre. Et effectivement, on donne une analyse complète des vulnérabilités et des pistes pour y remédier. En général, ces failles de Social Supply Chain sont faciles à exploiter, faciles à détecter de temps en temps, mais aussi très faciles à réparer. Donc, les mitigations, en général, sont assez universelles là-dessus. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des Merci. questions, n'hésitez pas. Merci à Ronnie pour cette présentation.